Alors, on peut commencer. Allez-y. Donc, il nous reste à voir juste une petite partie du cours de la dernière fois. On n'a pas terminé avec avec la méthode graphique. Il reste quelques types irréguliers des problèmes linéaires. Donc, comment on peut les reconnaître via la représentation graphique. On va essayer de voir ça. Oui, on passera à la correction des exercices. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui, très bien. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on a fini avec ce cas, si je me rappelle bien. Donc, Oui, madame. voilà. Donc, les trois types réguliers de problèmes linéaires qu'on peut rencontrer, c'est des problèmes avec des solutions multiples ou un problème qui ne possède pas de solution, qui n'admet pas de solution faisable, ou bien ce qu'on appelle inbounded solution, c'est-à-dire des solutions ou un espace de solution qui n'est pas borné. Donc, on va voir chacun de ces trois types à travers des exemples. Donc, dans ce premier LP, on va maximiser une fonction z, subject to, disons trois contraintes. Et en représentant ces contraintes, bien sûr, comme on l'a dit déjà la dernière fois, on commence par représenter les contraintes. Donc, première contrainte, deuxième contrainte, et bien sûr, on a les deux contraintes de non-négativité x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Alors, en représentant ces contraintes-là, on va déterminer l'espace de recherche, l'espace de faisabilité, qui est cet espace bleu-là. Et on va dessiner ce qu'on appelle la fonction, on a dit, on dessine la fonction objective. Donc, 40x1 plus 30x2 égale à une valeur bien déterminée. On détermine la ligne et on la fait pivoter pour déterminer le point maximum, donc l'intersection entre le point le plus distant, ça sera le point de l'optimalité, le point optimal. Ici, en faisant ceci, on va c'est-à-dire la fonction, la droite correspondante à la fonction objective va être parallèle à une ligne, voilà, à une droite bien déterminée d'une des deux contraintes. Donc, si on remarque ici, celle-là en pointillé, c'est notre fonction. Donc, elle était parallèle par rapport à cette contrainte-là, de ce fait. Donc, elle est venue croiser cette partie de l'espace de recherche qui comprend deux points B et C. Donc, à ce moment-là, puisqu'elle croise B et C au même endroit, ceci dit que B et C, ce sont deux points optimums. Donc, en remplaçant les coordonnées de B, par exemple, donc x1 est égal à 24 pour B, et x2 est égal à 8, on va obtenir z est égal à 1200. De même, si on remplace les coordonnées de C, qui sont x1 est égal à 30 et x2 est égal à 0, on va obtenir aussi 1200 au niveau de z. Ceci dit que B et C, ce sont deux optimums.
globaux, bien sûr, hein. Donc, c'est la valeur maximale qu'on peut obtenir pour Z, étant donné les contraintes qu'on a spécifiées. Puisque B et C se trouvent sur une même droite, ceci dit que n'importe quel point compris entre B et C constitue aussi une solution optimale. C'est-à-dire en choisissant n'importe quel point entre les deux, je peux obtenir différentes valeurs pour x1 et x2, et ces valeurs-là correspondent, voilà, vont donner pour z la même valeur qui est 1200. Donc n'importe quel point ici sur droite rouge représente un point optimal. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un LP with multiple optimal solution. On a un ensemble de solutions optimales multiples et non pas une seule solution optimale. Voilà, donc est-ce que c'est compris pour ce cas? Oui, madame. D'accord. Donc, on a toute une droite qui comprend toute... Comment? كيفاش ناخذ الديسيزيون تاع Comment, mademoiselle? la solution Lequel des points choisir, tu veux dire? la solution قلت لك madame توا عندنا plusieurs solutions. Oui. Oui. Voilà, on a le choix. Laquelle choisir, tu veux dire laquelle dire? Vous m'entendez? Laquelle choisir entre B et C, c'est ça? C'est ça ta question? Oui, madame. Et laquelle choisir معناتها من les solutions اللي موجودين اللي عندنا possible. Oui, madame. Oui. Tout... D'accord, d'accord. Apparemment, il y a un problème de connexion. Je ne sais pas, est-ce que c'est chez moi ou c'est chez toi le problème, hein? D'accord. Donc, n'importe quel point sur cette droite donne la même pour Z. Madame, notre objectif, c'est de maximiser Z. Oui. فما شكون en attente بيحب يدخل. D'accord. Juste une seconde. C'est bon, j'ai accepté tout le monde. Rabbi, essayez d'être à l'heure la prochaine fois. Quand je commence la présentation en plein écran, je ne peux pas revenir pour accepter les gens, d'accord? Alors, je reviens à la question de votre collègue. Donc, laquelle des points choisir si on a une droite qui comprend plusieurs solutions optimales? Dans ce cas-là, n'importe quelle solution va me donner la même valeur de Z. Mon objectif est d'avoir une valeur maximale pour Z. C'est-à-dire Z, elle va être égale à 1200. Pour si je choisis le point B, ça sera 24 au niveau de X1 et 8 au niveau de X2. Si on choisit le point C, ça sera 30 au niveau de X1 et 0 au niveau de X2. À ce moment-là, lequel choisir? La décision, elle dépend du décideur. C'est-à-dire, on peut définir d'autres critères pour choisir lesquelles des solutions. Si je préfère, si par exemple, je suppose que X1 et X2, ce sont deux produits. Donc, je veux déterminer la quantité que je vais construire du produit X1 et la quantité que je vais produire de X2. Si j'ai une préférence par rapport à un produit bien déterminé, donc je vais choisir la solution ou le point qui va m'offrir une valeur maximale au niveau de ce produit que je préfère. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, il faut définir un autre critère. Soit si le décideur il est indifférent, c'est-à-dire Maandouche des préférences entre les variables de décision, donc il va choisir d'une manière aléatoire. N'importe point parmi ces points qui constituent cette droite constitue la solution optimale. Donc, on est indifférent, aléatoirement. Par contre, si j'ai des préférences par rapport à d'autres critères, je vais appliquer le critère de préférence intérie et je peux choisir un de ces points. D'accord? Est-ce que ceci répond à ta question, mademoiselle?
Est-ce qu'elle est encore avec nous? Vous m'entendez, Yajma? Oui, Oui, madame. madame. D'accord. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, celle qui a posé la question. D'accord. Donc, et là, pour ce type, ce cas spécifique de problème linéaire dans lequel on peut trouver plusieurs solutions optimales. On passe au deuxième problème, dans lequel ce qu'on appelle infeasible problem, c'est-à-dire espace de recherche, on ne peut pas trouver dans cet espace de recherche une solution faisable. Mais comment ça se fait? Comment on peut le reconnaître en fait? On a un exemple de problème dans lequel on a deux variables x1, x2 et trois contraintes. On va représenter les variables, les lignes en fait, les droites de ces contraintes-là. Donc on a par exemple x1 est égal à 4, donc c'est cette droite-là, puis x2 est égal à 6, donc cette droite-là. Donc toute variable x1 qui respecte cette première contrainte, ça doit être à droite de la variable, à droite de la ligne x1. On veut des variables x1 qui soient supérieures ou égales à 4, donc ceci est l'espace de recherche, voilà, l'espace de faisabilité pour la variable x1. D'accord? Sinon, pour x2, on veut que x2 soit supérieur ou égal à 6, donc c'est celle-là, la ligne de faisabilité, donc elle doit apparaître ici. Donc cette partie supérieure, ici aussi. Donc elle doit être supérieure à supérieure ou égale à 6. D'accord? Puis au niveau de la troisième contrainte, on va trouver que plutôt la première ici, hein, c'est pas grave. Donc 4x1 plus 2x2 doit être inférieur ou égal à 8. Donc c'est cette droite-là qu'on a représentée ici. Donc, puisque c'est inférieur ou égal, donc une variable qui respecte cette contrainte doit apparaître en dessous de cette ligne-là, donc dans cet espace-là. De cette manière, on n'a pas une intersection entre les espaces de recherche correspondant à la première et à la deuxième et à la troisième contrainte. Si on choisit un point C ici, au niveau de cet espace, C, il respecte la première, il respecte cette contrainte-là qui est x1 supérieur ou égal à 4, il respecte la contrainte x2 supérieur ou égal à 6, mais il ne respecte pas la contrainte 4x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 8. De même, si on met un point ici A dans cet espace-là, on va trouver que ce point-là, il respecte la première contrainte, mais pas la deuxième et la troisième. Si on met un point B ici au milieu, il ne respecte aucune des trois contraintes. À ce moment-là, on ne peut pas déterminer un espace dans lequel on peut trouver une solution qui satisfait toutes les contraintes. Et de ce fait, on dit que le problème n'admet pas de solution faisable. Donc, notre problème n'admet pas de solution. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Excusez-moi une minute, j'ai encore des demandes. Oui, madame. Oui, madame, c'est clair. Bien. Donc, ceci, en ce qui concerne le deuxième, je n'arrive plus à revenir en mode. Voilà. Alors, en ce qui concerne le problème qui n'admet pas de solution faisable. Dernier type de problème, ce qu'on appelle inbounded problem. Donc, un problème non borné ou un espace de recherche non borné. Comment on peut reconnaître cette problème-là? On a un exemple ici, donc 25x1 plus 40x2. Et on a trois contraintes. Si on représente, bien sûr, les deux, la deuxième et la troisième contrainte, ils correspondent à des contraintes de non-négativité. Donc, les axes ici du repère x1 et x2 font l'affaire. Et ça sera la seule droite à représenter x1 moins x2 supérieur ou égal à 0. Donc, en représentant cette droite-là, on va obtenir cette ligne.
Et puisque x1 moins x2 doit être supérieur ou égal à 0, donc on va retrouver que cet espace bleu-là, c'est l'espace de faisabilité pour le problème. C'est-à-dire n'importe quel point qui est dans cet espace-là, il respecte toutes les contraintes du problème. Donc ici, notre problème, il admet des solutions faisables. Où est le problème alors? Le problème que notre espace n'est pas borné. D'habitude, dans tous les problèmes qu'on vient de voir, donc on a un espace bien déterminé et qu'on ne doit pas sortir de cet espace-là. Si on sort de cet espace-là, ceci veut dire que notre solution ne sera plus faisable. Ici, regardez, pour n'importe quelle valeur de x1 et x2, je peux maximiser d'une manière infinie ma variable z. C'est-à-dire, si je vais augmenter la valeur de x1 vers 1000, imaginez si je mets 1000 ici. 1000, c'est une valeur possible pour x1, et je mets, je ne sais pas, 10 000 pour x2, mon espace de recherche, il est ouvert. Il n'est pas borné, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite que me dit non, tu ne dois pas dépasser cet espace-là. De cette manière-là, je ne peux pas déterminer quelle est la solution optimale. On ne va pas s'arrêter à avoir des valeurs supérieures de z. Chaque fois que j'augmente x1 et x2, je vais avoir une valeur supérieure pour la variable z. Et de ce fait, je ne peux pas déterminer une solution optimale pour le problème. Donc comme la remarque ici le dit, on va avoir une valeur pour la fonction objective qui augmente d'une manière infinie. Donc, dans ce type de problème, on l'appelle une bounded problem, donc un problème non borné. C'est clair? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Ici, en ce qui concerne la représentation graphique, bien sûr, trois types de LP irréguliers, c'est de cette manière qu'on peut les reconnaître en utilisant la représentation graphique. Si jamais on est en train de résoudre le problème en utilisant d'autres méthodes, on va voir. On va passer aujourd'hui, par exemple, à l'algorithme simplex, et on va voir comment je vais reconnaître ces types de problèmes irréguliers en utilisant les simplex. Donc, ceci concerne seulement la représentation graphique. Donc, maintenant, on va voir quels sont les avantages et les limites d'une telle manière d'obtention de solutions optimales. Donc, la manière ou la représentation graphique de solutions, donc, un premier avantage, c'est que avec n'importe quel nombre de contraintes, je peux travailler avec cette méthode graphique. C'est une méthode qui est rapide, surtout si on est en train d'utiliser un outil graphique. Il y a des outils graphiques qui peuvent dessiner les contraintes et déterminer la solution optimale. D'accord? Et même avec la main, on peut le faire, hein, mais ça sera plus facile en utilisant les outils graphiques. Un avantage très important, qu'elle nous permet une visualisation de l'espace de recherche. Et tout ce qui est visuel, tout ce qui est graphique, c'est généralement plus facile à comprendre. Et aussi, lorsqu'on représente d'une manière graphique, on va pouvoir déterminer ou voir ce qu'on appelle un trade-off entre les variables. Ce qu'on appelle trade-off, c'est-à-dire comment balancer les variables. Lorsque j'augmente x1, quel est le comportement de x2? Généralement, si j'augmente x1, je dois diminuer la valeur de x2. Donc, quand je trouve un compromis entre les différentes variables pour augmenter la valeur de ma fonction objective ou la minimiser en cas de minimisation. Donc, je peux voir ce trade-off entre les variables en utilisant la méthode graphique. La méthode, elle a des limites. Donc, cette méthode, elle fonctionne ou elle marche très bien au niveau des variables, des problèmes à deux variables, c'est-à-dire dans un espace à deux dimensions. On peut le faire aussi dans un espace 3D, mais ça sera plus difficile à représenter et plus difficile à déterminer la solution optimale. Si on a un nombre très large de contraintes, donc ça sera difficile de dessiner toutes les contraintes et de déterminer l'espace d'intersection entre toutes ces contraintes-là. Et lorsque on a nos coefficients,
imaginez des coefficients avec des virgules et avec une représentation qui n'est pas très précise, donc ça sera un peu difficile de déterminer les valeurs exactes de x2, x1 pour la variable ou pour la solution optimale. Donc, des problèmes au niveau de la représentation et de la détermination exacte des coefficients d'un point bien déterminé dans l'espace de recherche. Et des fois aussi pour dessiner la fonction et déterminer la tangente. Donc, pour un problème simple, à deux variables, avec un nombre limité, disons, 2, 3, 4 maximum contraintes, ça sera utile et facile d'utiliser la méthode graphique pour arriver à la solution. Si jamais ça dépasse les deux variables, ça devient un nombre plus grand de contraintes, il vaut mieux chercher à utiliser une autre méthode parce que la méthode graphique va devenir difficile ou impossible, voire à utiliser dans ce cas-là. D'accord? Yajmia, faites un signe de vie. Oui, madame. D'accord, madame. D'accord, madame. D'accord, madame. D'accord, très bien. Alors, voilà, notre prochaine étape, c'est la méthode simplex ou l'algorithme simplex. Mais avant de passer à l'algorithme simplex, je veux bien qu'on corrige au moins un des exercices. Madame, oui, madame, oui. Oui, je vous entends. اسمعني. madame سمحت نجم تسجل لنا السيانس؟ Comment? قلت لك نجم تسجل لنا السيانس عايشك مدام؟ Il s'agit comme séance. والله الحقيقة je ne suis pas d'accord pour l'enregistrement pour la simple raison que ce qu'on va obtenir dans une séquence enregistrée, surtout que ce n'est pas un texte qui est préparé, ou ce n'est pas une vidéo qui m'a dit sur YouTube, etc. Donc c'est de l'explication, c'est de l'interaction entre les étudiants. Qu'est-ce que vous allez trouver comme vous avez l'espace, vous avez le support de cours à la fin, hein. Sauf si vous parlez des personnes qui ne sont pas présentes, hein. Oui, madame, c'est simple. Ici, Madame, même problème cette de connexion. madame, que vous faites. Je ne sais pas, d'accord. Je ne sais pas Madame, même la sincèrement simple d'où explication enregistrer que au vous niveau faites, de Google Meet. J'ai pas trouvé le bouton d'enregistrement. Apparemment, il y a une extension que je dois ajouter au navigateur et je ne l'ai pas encore faite. Oui, madame, normalement, قبل ما تبدا البريزونطاسيون تحط. Je ne crois pas. Mais c'est pas grave, on va essayer ça pour la deuxième séance. Radine, on avance un peu, on va corriger les exercices. D'accord. D'accord. Allez-y. عوض Ici. عوض. Alors, donc on a deux exercices à formuler et deux représentations graphiques. Est-ce que vous avez comment vous avez trouvé les exercices? Vous avez pu résoudre des exercices ou pas? Un peu difficile, madame. Comment? Un peu difficile. Un peu difficile. Ouais. Même remarque, عطينا un peu difficile. D'accord, on va les résoudre ensemble. Allez-y. Exercice 2, normalement. Exercice 2, qu'est-ce qu'il a? Il est difficile? Oui, madame. Un peu difficile. D'accord. Est-ce que vous avez rendu les exercices sur la plateforme? J'ai vu que Oui, madame. pas tout le monde, hein? Oui, Pas madame. tout le monde. Sur 31 étudiants qui sont inscrits dans le cours, j'ai seulement 23 qui ont rendu. Je ne sais pas où sont les autres.
D'accord. Allez-y. Alors, on corrige, on n'a pas le temps et je mets à de corriger tous les exercices. Alors, donc, choisissez entre l'exercice 1 et l'exercice 2. Voilà, je vous mets sur la plateforme après la correction de l'autre exercice. 1 ou 2 donc. Exercice 2, madame. D'accord, exercice 2. Donc, allez-y. Exercice 2. Où est-il? Juste une minute que j'ouvre le wahda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition, ça, pour la correction de l'exercice? Personne n'a pu répondre à cet exercice? Hello? Vous êtes là? مادام تصريح ما خدمتوش ثاني ما جمعتش ما فهمتوش. Oui. Le design design variables هما ال real estate والsilver وال savings account والblue chips asset values على خاطر هي اللي باش نحطوها en fonction en fonction de design variables في الفونكسيون باش نعملوها في باش نماكسيميزيوها. دونك الاسيت الفاليوز اللي هي قال هنا كيما كاينين ايكواسيون كامله. دونك نقولوا نحن quelles sont les variables de décision. On va prendre une décision par rapport à quoi? Money invested in real estate, money invested in silver, money invested in saving accounts. Tu peux nous lire, mademoiselle? Okay. An investor has $300,000 that can be invested. In addition to the money at hand, it is possible to borrow up to $100,000 at 12% interest. This money can be used for leverage alternatives shown in Table 1. The table also shows the expected annual interest or dividend for the investment. Alternatives, the expected annual increase of the value of the investment and an indication of the risk of the per dollar. The investor attempts to maximize the expected value of the assets at the end of the planning period 1 year. The value of the assets after 1 year equals today's value of the investments plus the expected interest or dividend plus the expected change in value within a year minus the amount of money that was borrowed. Okay. In addition to the restricted availability of money already mentioned above, the decision maker faces the following constraints.
The expected value of assets, exclusive interest, at the end of the planning period should be at least 7%, higher than the beginning. Invest at least 50% of all money invested in stocks and bonds combined. Invest no more than 20% of total amount available, excluding the amount of borrowed, in real estate and silver combined. And the average risk of the portfolio should not exceed 10. Formulate the problem in a linear program. Ok, très bien. Donc, on a dit que les variables de décision, ça sera l'amount of money invested in on peut dire combien de variables de décision on aura? 6 variables de décision? Oui. Oui, donc la variable de décision X1 correspond à la quantité d'argent qui va être investi en real estate. Puis X2, c'est le montant qui va être investi en silver. X3, the amount of money invested in savings accounts, etc., etc. Donc, on aura 6 variables de décision. Est-ce qu'on peut écrire notre fonction objective de cette manière? Comment on va l'écrire, cette fonction objective? Asset value en fonction de variables. Donc, ça sera combien? لازم نحسب قبل asset value. هنا la première question qu'on va poser, est-ce que c'est un problème de maximisation ou un problème de minimisation? Maximisation. C'est un problème de maximisation. Alors, the investor attempts to maximize the expected value of the assets at the end of the planning period. D'accord? Donc, puisque c'est écrit, je vais partager mon écran avec vous. Donc, je vais vous donner les phrases clés dans la description. À partir de ces phrases clés, vous pouvez déterminer comment écrire la fonction objective ou elle est contrainte. Qu'est-ce qui se passe? Allô, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. J'ai un problème au niveau de mon PC. Juste une minute. Oui, oui. Bon, je n'arrive pas à afficher le contenu. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais vous indiquer l'emplacement au niveau de donc juste en dessous du tableau, vous avez la phrase dont je vous parle. The investor attempts to maximize the expected value of the assets at the end of the planning period, which is 1 year. Donc, il veut maximiser ce qu'on appelle expected value, la valeur espérée. Ce qu'il espère obtenir de ces assets après la période qu'il est en train de planifier. Allô?
شوفي من الكتم تاعي ناقص. الو خرجت. مدام مدام في ساعتها هز. شو هو الرقم؟ هاي لا ما نعرفوش. نزلت مم. الو واش خرجت هي البلوك. مساكت يا سيدي. أميرة القراية. وفي الاكزرسيس يعطيوهولنا بالانجلي هيا وإحنا نبداو هيا. نخدموا فرونسي. وعلاش؟ هي تحب هكاكا ولا الماتير؟ خليك نورمالمون الميموار باش نعطيوها بالانجلي راه، وحتى فما ماتيريال اخرين كيف نفس الحاجه. دونك انت هي تكتب بالانجلي وتنجم انت حر تكتب بالانجلي سي اذا ما يحضروا فين. Alors, je suis de retour. Je m'excuse, j'avais un problème au niveau de mon PC. Vous m'entendez maintenant? Oui, madame. D'accord. Oui. Je vais essayer de partager à nouveau. J'espère que cette fois-ci, ça ne posera pas de problème. Mais, très bien. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, madame. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait. Je ne vois plus le... Actuelle. Et on va ajouter à cette valeur actuelle des expected interest, dans la deuxième colonne du tableau, place, et dans la troisième donc, qui représente les 6 types d'investment types. Quels sont dans notre fonction objective? Quel est le coefficient de x1? Sachant que je veux calculer la valeur des expected value
Normalement, Comment 18, madame. 18x1. 18x1. Mais 18, ce n'est pas une valeur. Non, il y a C'est vrai que vous avez expected annual increase, là, c'est 18% Ah oui, de quelque chose. Donc, la valeur actuelle, elle est de combien d'une manière exacte? Non. 300. Là, avec un montant qui va investir. 300 000, c'est le montant qu'il va investir على les assets الكل. أما لكن نقول real estate قداش عنده في real estate ما قلناش. Par contre قلنا قداش عنده expected annual interest donc قداش معناها il espère avoir d'intérêt sur الواحد هذاك sur l'asset هذاك وقداش valeur de cette asset. Mais, ou puisque ces deux valeurs sont en pourcentage, donc on va les considérer en pourcentage. On va considérer que la valeur actuelle est 100%, ou toute augmentation, ça sera pour 100%. Donc, 100%, on dit 18%, ça sera 118%. Un est 0, c'est 0 plus 18%, plus le 100%, donc ça sera 118%. Donc, comment on peut l'écrire dans la fonction objective, puisque je vais maximiser? On peut écrire 1,18x1. D'accord? Donc, ça, c'est une manière pour l'écrire. Est-ce que vous êtes d'accord? Madame, شلون هذيك minus the amount of money that was borrowed? Ben, attends, نوصلوا هذيك، هيك نفهموا هذه الساعة. Est-ce que c'est clair jusque-là? نعاود نفسرها لكم. شوف هو il a un montant global qu'il veut investir entre différents types d'investissements. عنده 300 000 $. D'accord? Le borrow up of 100 million $. Donc ينجم يزيد يتسلف 100,000 $. avec un taux d'intérêt de 12%. D'accord? أتنوصلوا الواحد montant هذا. المهم le montant initial هو 300 000 $. 300 000 $, il veut l'investir ويقسمها على 6 types d'investissement. ويحب يعرف قداش كل type d'investissement باش ياخذ ماك المونطون هذاك. D'accord? Ben, s'il veut هو les 300 000 $ هذوكم s'il va les investir اليوم يحب يعرف شنو هي expected value ولا valeur espérée نتاعهم après un an. قداش باش يزيدوا وعلى اساس الزياده هذيك كيل اسبير هو il va décider في كل واحد منهم قداش ينفستي. D'accord? Donc il a intérêt à calculer pour chacun de ces assets là la valeur espérée تاعهم بعد عام. على قد ما تكون معناها انا كان ناخذ انا ان اوبجي اللي نعرف عام الجاي الفالور نتاعو باش تولي 1000 واوبجي اخر الفالور نتاعو عام الجاي باش تولي 500. Donc j'ai intérêt à investir أكثر في الأوبجي الأولاني اللي هو الفالور نتاعو باش تولي أكبر. داكور؟ حاجة من النوع هذا. داكور؟ دونك هاد نحسبوا نحن لا فونكسيون أوبجيكتيف كيفاش باش تكون. بور لو بروميير أوبجي نتاعنا ولا البروميير asset اللي هو الريل استيت. الريل استيت لا فالور أكتويل نتاعو on va la considérer que c'est 100%. ال 100% هذيك تتزاد عليها l'intérêt نتاع عام الجاي اللي هو حطوه لنا dans la première colonne il est égal à 0. Donc, on va ajouter le 100% 0. Puis, on va ajouter l'expected annual increase. Donc, la valeur elle va augmenter pendant dans un an. Donc, ça sera 18%. Donc, le 100% lié à la valeur actuelle, je te dis d'aller à 18%. Donc, le coefficient de x1, ça sera 1,18x1. 1,18 معناها la valeur actuelle وباش تزاد عليها 18% عام الجاي. x2, j'ai 0 plus 10. Donc, ça sera 1,1. Donc, c'est 100% plus 10%, ça donne 110%. Et on peut la représenter comme 1,1. D'accord? Et نمشيو لحاجة أخرى فيها deux valeurs. عندي مثلا le quatrième هذايا اللي هو blue chips stocks.
d'accord عندي فيه expected annual interest 3% وعندي expected annual increase 6%. On va faire la somme بيناتهم السنين, donc ça sera 3% plus 6%, ça donne 9%. On ajoute le 9% au 100%, ça devient 109%. Donc comment on va représenter ça comme coefficient de la quatrième variable? Ça sera 1,09%. 1,09 x4. Et de cette manière, on peut écrire الوحدة نتاعنا. D'accord? Donc je vais vous montrer une partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez cette fonction objective? Oui, là. D'accord. J'ai partagé pour le premier, je ne sais pas. Donc, ok. Maximize Z, elle est égale à 1,18x1. Donc, le premier à 7, le deuxième à 7, 1,10, troisième 1,02, quatrième 1,09, cinquième 0,4 et sixième 1,2. Quelque part, on va avoir le minus, on revient à l'énoncé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le value of assets, c'est place, et quelque part, minus. C'est où? Voilà, minus the amount of the money that was borrowed. La quantité d'argent qui a été تسلفها اللي خذاها كم واحد prêt. Il a pris هو باش يرجعوا هكا ولا لا؟ دونك قداش المونطون اللي نجم جوسكا عنده هو قال لك il peut it is possible to borrow up to 100 مليون حتى 100,000 دولار حتى ال 100,000 دولار. مش معناها هو باش يتسلف 100,000 دولار ولا باش ياخذ قرض ب 100,000 دولار. Non, هذاك c'est le plafond. Est-ce qu'on a avec certitude la valeur qui va être باش ياخذها هو باش يتسلفها؟ معناش. نعرفوا جوست اللي فما ان بو دانتيغي. معناها هو كان تسلف 50,000 دولار يعرف راهم باش يخلصهم avec un taux d'intérêt de 12%. Donc la variable هذيا معناها la valeur هذيا qui n'est pas connue avec certitude, ça sera une variable de décision. Donc هو لازم ياخذ une décision aussi par rapport à la valeur وعلى المونطون اللي باش ياخذوا اللي باش يتسلفوا. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté x7 en tant que variable de décision et on a ajouté que 12 هذيك اللي قال هو الواحد le taux d'intérêt نتاعها on l'a ajouté. Donc هي la valeur du montant اليوم هو 100% اللي باش يتسلفوا من بعد عام لازم يرجع عليه زيادة ب 12%. Donc ça sera 1,12 de la variable de décision x7. Ou bien sûr toutes les variables فيهم somme إلا celle-là فيها واحد فيها soustraction على خاطر c'est un montant اللي لازم ينحيه هو من الربح نتاعو باش يرجعو. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Après, نبداو باللي contraintes نتاعنا. Première contrainte, هي إنه le montant qu'il va investir, il ne doit pas dépasser 300,000 دولار هكا ولا لا؟ Il ne peut investir que 300,000 dollars. Donc, il faut faire la somme de الكل تكون inférieure ou égale à 300,000 dollars. Donc, ça, c'est clair. Puis, au niveau de X7, اللي هي le montant اللي باش يتسلفوا, il ne peut pas dépasser les 100,000 dollars. Donc, X7, ça doit être inférieur ou égal les 100,000 dollars. Puis, contrainte suivante. The expected value of assets at the end of the planning period should be at least 7% higher than at the beginning. Donc, اللي باش ننفستيه اليوم لازم يكون على الأقل supérieur ou égal bien sûr 7% de la valeur actuelle. معناها أنا قداش باش يكونوا لي فالور بعد عام لازمهم يكونوا على الأقل أكثر ب 7% من لي فالور actuelles. Donc les valeurs actuelles نتاعي هما شنو هما x1, x2, c'est 100% de x1, 100% de x2, 100% de x3. Donc on va les mettre dans la partie droite et on va ajouter 1,07. Donc 0,7 de cette somme-là,
لازم تكون عندي بعد عام أكثر منها، قدها ولا أكثر منها، اللي هي les mêmes valeurs qu'on a mis